Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je comprends qu'on puisse faire la guerre. Il y a mille façons de la faire. De porter l'habit militaire pour aller défendre sa terre. Comment expliquer à ma mère? Comment raconter à mon père? Que je suis morte de la première. Didier Barbelivien et John Maman qui honorent la mémoire des victimes de l'attaque terroriste perpétrée le 7 octobre 2023 par le Hamas, André Berkoff. Ce jour-là, il faut le dire, le plus grand massacre des Juifs depuis la Shoah a été commis, André. Écoutez, cette histoire, c'est une date que beaucoup de gens se souviendront, qu'ils soient juifs ou non juifs ou autres. Effectivement, ça a été un massacre. Comme je disais, et c'est pas du tout justement, je ne veux pas jouer avec ces relativisations, comme il s'en produit un peu partout aujourd'hui, mais pas de la même façon, au Rwanda, au Congo, un peu partout, en Mauritanie, en Somalie. Vous savez, l'histoire est une chose terrifiante, et on a l'impression que ça va s'arrêter, mais là, ce qu'il y a de spécifique, c'est que les kibbutzim israéliens, vous savez, là où ça s'est passé, donc à la frontière de Gaza et d'Israël, étaient peuplés de gens non seulement pacifistes, mais qui prônaient l'existence de deux États, qui vous prenaient comme beaucoup d'ailleurs en disant voilà, il faut qu'il y ait deux États. Et en deux mots, c'était un peu l'adage, c'était le motto de énormément de gens dans le monde qui disent il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient sans un État palestinien, mais il n'y aura pas d'État palestinien sans que les États arabes et les populations arabes dans leur ensemble reconnaissent l'État d'Israël. Et aujourd'hui, tout ça est remis en cause. On a l'impression que cette guerre, qui est une guerre de 100 ans, et va durer peut-être encore 100 ans, on ne sait pas. Enfin, on est dans cette espèce de culture de mort chez certains et de culture de défense et de survie chez les autres. Et on se demande comment. Et justement, ce livre, il faut en parler, de Pierre Réhov et de Stéphane Simon, la riposte, le 7 octobre. Et en dessous, c'est important parce qu'on va parler Israël-Iran, la guerre secrète, parce que c'est aussi une guerre Israël-Iran qui vient de paraître chez Fayard, ce livre. Il faut le lire d'abord parce qu'il est bourré d'informations, d'enquêtes, de renseignements. Et puis il dit bien l'enjeu qui est un enjeu existentiel, qui dure encore une fois depuis des décennies et qui malheureusement risque de durer encore. Et c'est vraiment un crève-cœur pour tous les gens qui sont loin, mais qui sont extrêmement concernés. Et puis un crève-cœur, évidemment, et une existence, un crève-cœur existentiel pour ceux qui vivent là-bas, que ce soit au Liban, ailleurs, et évidemment en Israël. Et oui, cette guerre de l'ombre qui pourrait changer à jamais le Moyen-Orient et peut-être la face du monde, André Berkoff. Eh bien, on va en parler dans un instant sur Sud Radio avec nos invités Stéphane Simon et Pierre Réhov, qui publient, comme vous l'avez dit, André Berkoff, un livre remarquable. Alors restez avec nous, chers auditeurs. Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. On aura beau chercher le pourquoi du comment, la vie bascule sans prévenir. Les hommes donnent ce qu'ils ont de pire. Et puis, on aura beau en parler aux enfants, pour ne pas blesser la mémoire, pouvoir affronter les miroirs, il restera tout ce qu'il y avait autour d'une vie, d'une voix, de tant d'histoires d'amour. Toute la douleur de ce jour, sans sursis ni recours, ces silences tellement sourds. Patrick Bruel qui rend hommage aux victimes du 7 octobre 2023, André Berkoff. Depuis cette tragédie, Israël est en guerre contre l'Iran. Une guerre secrète sur laquelle Stéphane Simon et Pierre Réhov ont enquêté pendant plusieurs mois. Et ils sont aujourd'hui nos invités sur Sud Radio. Bonjour à vous.
Alors, vous publiez chez Fayard, 7 octobre, La Riposte, un livre passionnant dans lequel vous décryptez ce conflit. Alors, avant de parler effectivement de la contre-attaque israélienne, revenons sur cette journée du 7 octobre. Pierre Réhoff, vous habitez en Israël. Où étiez-vous ce jour-là et comment l'avez-vous vécu, cette tragédie ? Écoutez, je suis en Israël, j'habite à Ashdod, qui est à peu près à 25 km au nord de Gaza. Donc, comme tous les Israéliens, j'ai été réveillé à 6h30 du matin par les sirènes. Et puis, peu de temps après, un ami m'a appelé parce que, bon, une fois les sirènes, ça a duré à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, bon, le calme est revenu. Donc, moi, je suis retourné me mettre au lit. Et là, un ami m'a appelé en me disant ils envahissent, les Palestiniens sont partout, ils sont en train de tuer tout le monde. Ça commençait déjà on commençait déjà à en entendre parler. Et à partir de là, dans les mois qui ont suivi, on a vécu ces moments absolument abominables de recevoir des roquettes en permanence, puisque le Hamas et les organisations terroristes palestiniennes qui infestent Gaza visent les civils israéliens, ils visent les villes, ils visent pas les militaires, ils visent pas l'armée. Donc on était sans arrêt, ça a duré des semaines, des mois, attaqués par ces roquettes. Et puis évidemment, les images que l'on a vues réapparaître, et ma femme a perdu un de ses amis proches le 7 octobre dans un des kibboutz, le propriétaire de ma maison a perdu sa sœur dans un autre kibboutz, enfin, tout Israël, quelque part, a été touché, et donc on l'a vécu de façon vraiment, vraiment tragique. Alors, dans votre livre, effectivement, de nombreux témoins racontent les atrocités de ce massacre. L'une d'elles vous a dit, même les nazis n'ont pas été capables de ça. Quelle pire scène de crime vous ont-elles raconté, toutes ces personnes ? Et vous-même, vous avez réalisé un documentaire vraiment bouleversant sur cette tragédie. Quelles images avez-vous visionnées de ces massacres ? Bon, pour le documentaire en question, j'ai visionné à peu près tout ce qui était disponible, tout ce qui existait, y compris les 47 minutes qui ont été mises ensemble par l'armée israélienne et diffusées à des personnes sélectionnées, que ce soit des journalistes ou des diplomates ou des membres du Parlement, du Congrès, etc. Donc j'ai vu toutes ces images, plus d'autres images qui sont remontées par différents secteurs, plus des images indépendantes que m'a donné l'armée, plus ce que j'ai vu dans le téléphone portable d'un des responsables de Zaka, Yossi Lando, un type extraordinaire qui a été un des responsables de Zaka. Zaka, c'est une organisation qui prend en charge malheureusement les corps des personnes qui sont mortes dans des attentats terroristes ou dans des situations de catastrophe à travers la planète désormais. Au départ, c'était uniquement en Israël. Et ces images, parmi celles que j'ai vues, qui m'ont évidemment le plus troublé, je vais vous en décrire une, parce que les autres sont du même acabit et on peut difficilement en parler sans arrêt, mais dans un des kibboutz, une famille, les images que j'ai vues sont celles d'un père et d'une mère enlacés. Le père, on lui avait arraché les yeux, la mère, on lui avait coupé les seins, et à côté d'eux, il y avait deux petits-enfants, on avait coupé la main de la petite fille, et on avait coupé le pied du petit garçon, 10 ans et 8 ans. Quand vous avez vu cela, c'était une vidéo d'ailleurs, et que derrière, vous voyez aussi, une femme a été enceinte, a été éventrée, que le fœtus a été sorti de son ventre et poignardé devant ses yeux, vous pensez avoir vu tout. Et je ne vous en décrirai pas d'autres, ce sont celles qui m'ont vraiment le plus marqué. Oui. Stéphane Simon, parlons du cerveau de l'attaque du 7 octobre, à savoir Yahya Sinwar. Qui est-il et quel était son plan précis ? Alors c'est un plan absolument moyenâgeux dans sa barbarie et d'une modernité médiatique terrible, puisqu'en fait il vise à la fois à tuer le plus grand nombre de juifs dans des souffrances les plus épouvantables, mais aussi il vise à déclencher la fureur de l'État hébreu, ce qui sera évidemment une réussite de ce point de vue-là. C'est un personnage absolument terrible qui a et qui est resté pendant des années dans les prisons israéliennes. Il a mûri son projet du 7 octobre dans ces prisons israéliennes en se pénétrant de la culture israélienne, c'est-à-dire il a lu la Torah, il a lu les penseurs israéliens. C'est un personnage qui est d'une grande religiosité au sens de ce qu'il y a de pire, hein, c'est-à-dire que c'est un hafiz. Il connaît le Coran par cœur, qu'il a appris dans son intégralité. Il est capable de réciter toutes les sourates. Le 6 octobre au soir, il fera
fera ses ablutions, il va manger des dattes comme, je dirais, le prophète avant d'aller livrer bataille. Mais c'est surtout quelqu'un qui est d'une grande cruauté. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'opposition. Quand il soupçonne quelqu'un d'avoir parlé à des agents israéliens ou autres, il est capable de les assassiner de ses propres mains, ce qui est assez rare chez un chef. Il est capable aussi d'ébouillanter, je dis bien de verser de l'huile bouillante sur la tête de ses opposants. C'est quelqu'un dont on ne dira jamais assez la cruauté, la barbarie, et notre livre de ce point de vue-là éclaire beaucoup de des responsables du Hamas dont on parle comme des chefs politiques. Ah oui, nous avons... On a un petit souci de son là, Stéphane Simon. Pierre Réhov. Oui, je voudrais vous poser une question, Pierre Réhov et Stéphane Simon, dont j'espère on va le retrouver tout de suite. Pierre Réhov, on dit beaucoup, hier on en parlait encore ici, que ce plan du 7 octobre, enfin cette invasion, cette offensive, appelons-le comme on veut, ce massacre, a été effectivement commandité par l'Iran, qui s'est servi, comme il le fait pour le Hezbollah, comme proxy dans la guerre moyen-orientale. Est-ce que vous pensez que c'est cela? En tout cas, on a beaucoup dit cela. On a dit qu'au départ, bien sûr, que le Hamas a été l'opérateur, mais que le plan a été concocté, enfin le plan et la décision a été concocté par l'Iran. Ça va bien au-delà. Tout d'abord, l'Iran a effectivement dépensé énormément d'argent. On a découvert récemment que l'Iran avait investi 500 millions de dollars à la demande de Yahya Sinwar et d'autres membres du Hamas et d'autres organisations terroristes, parce qu'il n'y a pas que le Hamas. Évidemment, il y a aussi la Palestinian Islamic Jihad, le FPLP, etc. Rentrons pas dans tous ces détails, mais oui, l'Iran avait commandité ce massacre, mais quelque part, et c'est terrible à dire, on a eu de la chance, parce que le plan de l'Iran était de faire attaquer Israël à la fois par le Hamas, par le Hezbollah, par des organisations terroristes irakiennes, par les Houthis, tout cela en même temps pour parvenir à la destruction d'Israël que l'Iran annonce. Israël, les membres de l'Ebola ont toujours dit Israël cessera d'exister avant 25 ans. C'était leur plan, leur plan de destruction était là. Simplement, Yahya Sinwar était pressé parce que l'Arabie Saoudite se rapprochait de plus en plus d'Israël et d'une reconnaissance de l'État d'Israël. Et on parlait de moins en moins de Gaza, des Palestiniens en général. Donc pour lui, il était urgent de faire quelque chose. Et contre l'avis de l'Iran, ou en tout cas sans les informer, contre l'avis du Hezbollah, et encore une fois sans les informer, il a déclenché son attaque le 7 octobre. L'attaque était prévue pour 6 mois plus tard. Et oui, parce qu'ils avaient effectivement des provisions pour des mois entiers. Stéphane Simon, effectivement, donc, quelles consignes ont été données effectivement pour ce jour-là aux miliciens ? Alors, les consignes, là aussi, on n'en a pas assez parlé au moment où tout cela est arrivé. Les consignes, on les a retrouvées sur les miliciens, ils portaient des lexiques qui laissaient assez peu de doute sur leurs intentions. Il était écrit des mots en hébreu, enfin des traductions de l'hébreu vers l'arabe ou de l'autre sens, c'est-à-dire c'était baisse ton pantalon, silence ou je te tue. Ça, c'était sur les indications lexicales. Vous voyez, c'était pas pour demander leur chemin ou un verre d'eau. Le plan était explicite. Il fallait violer aussi des femmes. Et puis les consignes du commandement aux soldats sont absolument terribles, puisqu'il est écrit noir sur blanc, ton ennemi est une peste incurable dont tu dois te débarrasser par décapitation ou en arrachant le cœur ou le foie. Donc vous voyez que ce ne sont pas des consignes de guerre habituelles, ce n'est pas une armée qui est à l'œuvre. C'est pour ça qu'on parle de miliciens dans le livre. Ce sont des gens qui ont des méthodes qui dépassent l'entendement et évidemment, on est passé très vite à autre chose après le 7 octobre 2023. Et ce qui nous a donné envie d'écrire ce livre avec Pierre, c'est justement l'amnésie générale du massacre du 7 octobre. C'est-à-dire que très rapidement, on a entendu des gens dire « Oui, mais enfin, Israël a eu ce qu'il méritait. » Et puis après, ça a été, de toute façon, dans sa riposte, eh bien, Israël nous démontre que c'est un État génocidaire, quand c'était pas un État qui pratiquait l'apartheid. Donc nous, on a eu
envie de raconter c'est le premier tiers du livre, ces attaques avec ce qu'ils avaient de particulier, de singulier. S'il y a un plan génocidaire quelque part, moi j'insiste là-dessus, c'est bien dans ces consignes qui ont été transmises du haut en bas du Hamas pour liquider le plus grand nombre de juifs. Ça n'a rien à voir avec les méthodes d'une armée régulière. Et oui. Alors Pierre Réhov, cette attaque, il faut le préciser, elle a eu lieu 50 ans après le début de la guerre du Kippour. Expliquez-nous pourquoi Israël n'a pas réussi à l'anticiper. Avant de répondre précisément à cette question, je voudrais ajouter un tout petit quelque chose à ce que vient de dire Stéphane, c'est que ces méthodes ne sont pas simplement les méthodes du Hamas, ce sont les méthodes qui sont inscrites dans le djihadisme. J'ai eu l'occasion, lors de documentaires, de recevoir des témoignages de gens qui avaient déjà vécu ça dans d'autres pays du monde, que ce soit en Libye, que ce soit en Irak, que ce soit même en Tunisie à certaines époques. Les pogroms djihadistes reproduisent systématiquement la même chose. Et encore, il ne s'agit pas seulement des Juifs, mais il y a eu par exemple la ville martyre de Damour, au Liban, qui en 1976, de mémoire 77, vous avez 540 personnes qui ont été massacrées de la même manière, avec les mêmes tortures, les mêmes viols que par le Hamas le 7 octobre. Et cela s'est passé non pas par le Hamas, mais par le Fatah de Yasser Arafat. Donc maintenant, j'enchaîne sur la réponse à votre question. Oui, juste un mot, pardon Pierre Réhov. Non, mais c'est intéressant, il faut rester là-dessus. Parce que, effectivement, je ne dirais pas, et ça ne dédouane rien, et ça n'éteigne rien, mais les méthodes, justement, elles sont aussi, regardez ce que fait Boko Haram en Afrique, regardez, les massacres, d'ailleurs, ce qui se passe au Congo, Rwanda et compagnie. Est-ce que c'est une culture, effectivement, du massacre, de la décapitation, des viols et compagnie, et donc ils appliquent à ça pas seulement aux juifs, c'est appliqué à un certain nombre de gens, y compris des musulmans. C'est une culture tribale, il ne s'agit pas simplement de l'islam, mais c'est une tradition moyenne-orientale. C'est-à-dire qu'à des époques plus lointaines, les tribus se battraient entre elles, et c'était la tribu la plus cruelle qui remportait la victoire. Ouais. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que 2000 ans ou 3000 ans après, on n'a pas vraiment évolué dans certains secteurs. En tout cas, ceux qui suivent la djihad et ceux qui suivent l'islamisme ont cette culture-là du massacre, de la torture, du viol. C'est comme ça que l'on s'impose. Oui, et il faut le dire, il faut le rappeler que des civils ont pris part massivement au massacre. Ils recevaient même des cadeaux, vous le racontez dans votre documentaire, pour chaque otage ramené à Gaza, un appartement et $10,000, Pierre Réhov. Oui, on le dit aussi dans le livre. Effectivement, $10,000, un appartement, et on a reçu des témoins, enfin des personnes qui ont été arrêtées, des terroristes qui ont été arrêtés et qui ont expliqué tout ce qui se passait, ce qui était promis par les brigades Al-Qassam, qui sont la branche armée du Hamas, et spécifiquement la Noukba, qui est la partie des brigades Al-Qassam qui a été chargée du massacre du 7 octobre. Tout à fait. Donc, il y a eu des anecdotes terribles. Un Palestinien qui s'est promené dans toutes les rues de Gaza avec la tête décapitée d'un Israélien, d'un jeune Israélien qu'il essayait de vendre. Et les Israéliens, à un moment donné, l'armée a réussi à récupérer, et le malheureux a été enterré intégralement, mais on a eu ce genre d'incident absolument abominable. Mais Stéphane Simon, justement, je voudrais qu'on avance un peu là-dessus, parce que Dieu sait s'il y a des choses à dire, mais je renvoie à votre livre, qui est quand même vraiment à recommander, parce qu'il est encore une fois bourré d'informations et d'éclairages sur ce qui se passe. Mais au fond, aujourd'hui, je l'ai dit, on en a parlé en début d'émission, ce qui est quand même intéressant, c'est que ce qui s'est passé, c'est dans ces villages du nord d'Israël, dans ces kibbutz, dans ces moshav et autres, où ils étaient d'une culture, je dirais, qui voulait la coexistence avec les Palestiniens, qui voulait un peu, je dirais, un peu cet accord. Et est-ce que aujourd'hui Pierre Réhov, vous vivez en Israël, Stéphane Simon, vous y allez souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, cette envie des deux États, est-ce qu'elle est en Israël, enterrée pour longtemps ou pas? Moi, je vais laisser Pierre répondre là-dessus. Il est plus en prise que moi. Moi, je vis l'essentiel de mon temps à Paris, mais je crois bien que ce rêve a été sérieusement écorné. Pierre Réhov.
Oui, Stéphane a raison de le dire, absolument. Il ne s'agissait pas du nord, mais du sud, puisque Gaza se trouve au sud d'Israël. Du sud, oui, excusez-moi. Parce qu'au nord, on a eu d'autres problèmes. On a le problème avec le Hezbollah. Bien sûr, non, oui, tout à fait. 75 000 personnes qui ont été évacuées, qui ont dû se déplacer à cause du Hezbollah pendant plus d'un an. Et encore aujourd'hui, certains ne sont pas revenus. Bon, quoi qu'il en soit, oui, absolument. On est dans cette situation aujourd'hui où une grande partie des Israéliens étaient des fervents défenseurs de la paix à travers la création de 2 États. Simplement, il faut quand même le dire, ce sont les Palestiniens qui ont toujours refusé un 2e État. C'est pas Israël. Que ce soit la commission Pils, que ce soit en 1948, la naissance de l'État d'Israël, attaqué immédiatement par 5 États arabes, que ce soit en 1967, quand les territoires ont été pris, et que quelques jours après, Israël a proposé de les rendre en contrepartie de la paix, et qu'il y a eu les fameux 3 noms de Khartoum, que vous connaissez, non à la reconnaissance d'Israël, non à toute paix avec Israël, et non à toute négociation avec Israël. Donc, si vous avez, on a en face quelqu'un qui n'est pas de bonne foi, les Israéliens ont quelqu'un qui n'est pas de bonne foi, qui prétend vouloir la paix, en réalité ils ne veulent pas une paix négociée, ils voudraient éventuellement une paix acquise par les armes, et ça c'est très terriblement dans la culture, encore une fois, moyen-orientale, mais au fond du fond, il n'y a jamais eu réellement d'acceptation de l'État d'Israël. La meilleure preuve est la suivante, et c'est à 2 niveaux. La culture palestinienne veut impérativement le retour de ce qu'ils appellent les réfugiés, qui ne sont plus des réfugiés. Par exemple, je vais vous donner un exemple, Bella Hadid et sa famille, qui sont multimilliardaires en Californie, continuent à faire partie, à être dans les listes des réfugiés de l'UNRWA, ce qui est une aberration totale. Donc si vous avez cette responsabilité des Nations Unies et de l'UNRWA pour continuer à préserver le rêve palestinien de retourner en Israël et de détruire Israël par la démographie. C'est pour ça qu'il y a ce blocage permanent. Oui. Les Palestiniens attendent que l'opinion internationale finisse par déglinguer Israël, tout simplement. Oui, on va en parler de cela. Oui, Stéphane Simon, revenons avant de faire une petite pause publicitaire, André Berkoff, revenons sur cette question. Expliquez-nous pourquoi cette attaque, effectivement, Israël n'a pas été en mesure de l'anticiper. Vous le racontez dans votre livre, il y a eu de nombreux signaux envoyés au service de renseignement. Dites-nous. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'il y a eu une faille incroyable dans le système de renseignement israélien, qui est un des plus performants au monde, on ne le dira jamais assez. Il se trouve qu'il y a d'abord, Israël a été pris dans une opération de Takia complète, qui est une opération de dissimulation. Depuis quelque temps, le Hamas donnait des signes de bonne intelligence avec Israël. Mais ça fait partie de la tactique, hein, Stéphane, vous le savez. Bien sûr, tout à fait. Ça fait partie de la takia, exactement la tactique, la takia. Et il se trouve que, en tout cas, c'est aussi à l'œuvre. Quelques mois auparavant, Israël reçoit, par les services du Shin Bet, des informations capitales du Hamas sur le groupe rival du djihad palestinien, du djihad islamique palestinien. Donc, il y a en fait un air du temps qui est plutôt à la collaboration qu'autre chose. Mais il y a aussi une espèce de grande arrogance du commandement militaire israélien, sur lequel Pierre peut parler des heures, mais je dirais qui se résume très rapidement, c'est que il y a une sous-estimation de la capacité palestinienne à monter une opération de grande envergure. Ils n'ont même pas imaginé un plan d'intrusion comme il va se dérouler le 7 octobre, c'est-à-dire une intrusion à 30 points différents. C'est-à-dire que le mur va être percé à 30 points différents. Et même ce service de renseignement israélien n'a pas imaginé une contre-attaque possible à ce moment-là contre une intrusion comme ça massive le long de cette frontière. Et à l'époque, je dirais, ça a changé depuis. C'est pour ça que ce livre raconte aussi l'électrochoc que ce 7 octobre a entraîné et la riposte israélienne, qui est un changement de défense. Mais à l'époque, on n'imagine pas ça. Les Israéliens se sentent à l'abri derrière les murs qui ont été construits avec Gaza. Et c'est le changement de paradigme aussi, d'ailleurs vous le dites dans
dans votre livre, on disait oui, mais le Hamas est incapable de faire une opération pareille, c'est pas possible, il n'ira pas. Et on va parler du fond du problème justement par rapport à ces chocs de civilisation que l'on connaît depuis un siècle, mais qui continuent hélas de plus en plus fort. Après cette petite pause, à tout de suite. On va parler effectivement de la riposte d'Israël qui a été foudroyante, André Berkoff. Comment les services de sécurité et l'armée israélienne ont décidé de venger les morts des pogroms et de repenser surtout leur sécurité. On en parle dans un instant avec nos invités, alors reste avec nous. Sud Radio. La cité dans un dernier message envoyé à sa famille avant d'être prise en otage dans un kibboutz par le Hamas le 7 octobre 2023. Après 491 jours de captivité, il a été enfin libéré, André. Alors Pierre Réov et Stéphane Simon, expliquez-nous comment Israël a organisé sa riposte après le 7 octobre. Stéphane. D'abord, la riposte. Oui, la riposte, c'est d'abord une réflexion sur la défense. Et cette réflexion sur la défense, c'est un changement de stratégie. Il faut désormais qu'Israël revienne, c'est ce qui a germé dans l'esprit des commandants militaires, à ce qu'était sa défense historique, c'est-à-dire l'offensive comme défense, c'est-à-dire porter les opérations de défense à l'extérieur du territoire. Depuis quelque temps, Israël avait répété cette malheureuse, je dirais, expérience qu'elle avait vécue juste avant la guerre du Kippour, c'est-à-dire se mettre à l'abri derrière de lignes de défense. À l'époque de la guerre du Kippour, c'était les lignes Barev, qui étaient une espèce de ligne Maginot qui protégeait Israël de l'Égypte, mais qui a été percée évidemment et contournée comme toutes les lignes Maginot. Eh bien, Israël a dû faire le même constat, la même analyse et changer sa stratégie militaire. Donc désormais, il ne sera plus toléré, si vous voulez, aux frontières d'Israël, qu'un État ou une population qui veut la destruction d'Israël puisse séjourner ainsi aux portes de l'État israélien. Et toute la stratégie qui est à l'œuvre depuis le 7 octobre dernier, c'est d'aller porter le fer partout où il y a un danger existentiel pour Israël. C'est ainsi que le Hamas a été visé évidemment en priorité, puis ensuite le Hezbollah, puis ensuite le régime de Bachar el-Assad, ensuite les Houthis, enfin je dis ensuite même s'il y a des opérations en parallèle menées, et puis enfin la fin de la pieuvre pour Israël, c'est la fin du régime des mollahs, c'est-à-dire la tête donneuse d'ordre, donneuse d'argent et qui pourvoit aussi en équipement militaire, c'est le régime des mollahs, c'est le régime de Téhéran, et Israël a comme idée de faire tomber évidemment le régime des mollahs qui est une dictature, je le rappelle, islamiste depuis 45 ans maintenant. Eh oui. Alors, dans votre livre, effectivement, vous révélez les dessous de plusieurs opérations secrètes menées par les Israéliens, notamment l'assassinat d'Anaïeh à Téhéran. C'était le 31 juillet dernier. Comment ils ont réussi donc à pénétrer le système iranien? Et surtout, Pierre Réov, au fond, comment, et ça rejoint la question précédente, comment, c'est quand même intéressant, moi je voudrais revenir, comment les Israéliens qui sont capables, en plein cœur de Téhéran, ou en tout cas à côté, d'identifier la chambre où Ismaël Haniyeh, les chefs du Hamas, et de l'éliminer, comment ils sont capables de faire cette extraordinaire stratégie des BIP avec le Hezbollah, avec de milliers de membres du Hezbollah, comment ils sont capables d'éliminer Hassan Nasrallah. Bon, tout ça, vous racontez dans le livre, et avec moult détails, c'est intéressant, mais quand même on revient, c'est la question lancinante, évidemment. Ils vous disent, aujourd'hui on est en guerre, on va pas résoudre le problème, mais comment il se fait, parce qu'on revient à ça, que quand même à ce niveau-là, on n'est pas du tout... Qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur de transmission, alors qu'il y a eu, et vous le racontez aussi, tellement de signes. Alors évidemment, personne n'est à l'abri de faire des erreurs, ou des erreurs même tragiques, mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, est-ce qu'on sait un peu plus ce qui s'est passé et à quel niveau ? Bien sûr, il y a de plus en plus d'enquêtes qui ont été menées par l'armée, par le Shin Bet. C'est en train de remonter au niveau de l'échelon politique. Ce que l'on sait, d'abord, il y a une chose importante, et Stéphane l'a très bien souligné, c'est qu'Israël s'est fait avoir deux fois. Une première fois pendant la guerre de Kippour, une deuxième fois pendant
la guerre de Soukhot, on va dire. Parce que dans les deux cas, ce qui s'est passé, c'est que Israël est un pays très traditionnaliste. Les fêtes religieuses en Israël sont particulièrement bien respectées. Et donc, le jour de Kippour, comme le 7 octobre 2023, qui était le jour de Simrat Torah, une fête extrêmement importante à l'État d'Israël, la moitié des garnisons, les garnisons étaient à moitié vides autour de la frontière. Ah oui. Ce que le Hamas a eu le génie maléfique de faire, ça a été à plusieurs niveaux, c'est premièrement détruire tous les moyens de communication avec des drones qui ont envoyé des bombes sur les antennes des kibboutz et des bases militaires, ce qui fait qu'il n'y avait plus aucune coordination possible. Israël était aveugle. Israël ne savait pas, on a envoyé, des... Pierre-Yves, pardon, je me pose la question. Oui. Comment, quand il y a eu la guerre du Kippour, et on sait très bien ce qui peut se passer, justement, et eux aussi le savent, vous le savez, eux aussi le savent, c'est normal, le Hamas ou ailleurs, et qu'on réédite avec Simrat Torah. Je veux dire, il y a quelque chose quand même qui... Le lendemain de la célébration, ou plutôt de la commémoration de la guerre de Kippour, parce que la guerre de Kippour, c'est le 6 octobre. Ben oui, mais comment ça se fait? Non mais, vous allez me dire, c'est facile à dire, bien sûr, mais comment il se fait que, prévenu 50 ans avant par quelque chose qui a vraiment marqué tout Israël, comment ça se fait qu'ils rééditent et qu'ils disent, comme vous l'avez dit, ils dégarnissent leur garnison parce que c'est Simrat Torah? C'est quand même étonnant. C'est tous les ans. C'est pas seulement au 7 octobre 2023, ça a été une tradition. Il y a quand même plusieurs facteurs complémentaires. On est un peu obligé d'entrer dans le détail, mais Israël, à cette époque-là, était terriblement divisé à cause de la réforme judiciaire que le gouvernement voulait passer, la gauche refusait. Israël était vraiment très très divisé. Vous aviez des réservistes qui avaient annoncé que si la réforme passait, ils n'iraient plus faire leurs réserves. Donc depuis l'extérieur, on sentait vraiment qu'Israël était en état de faiblesse. Et par ailleurs, une des raisons pour lesquelles les garnisons étaient très dégarnies, c'est que le Hamas a fait croire que le danger était en Judée-Samarie. Vous aviez en Cisjordanie, des attentats terroristes à partir de Jenin, à partir de Naplouse, qui sont des villes dans ce qu'on appelle la Cisjordanie, mais géographiquement, c'est ce qu'on appelle la Judée-Samarie. Et Israël a envoyé beaucoup de troupes dans cette région-là pour calmer les tensions, mais ces tensions avaient un seul but, c'était de détourner l'attention de l'armée israélienne. Donc vous aviez à la fois pas de communication, pas de plan d'action en cas d'invasion, et en plus la fête religieuse, et enfin le fait qu'Israël était complètement focalisé sur Jenin, Naplouse et toute ce qu'on appelle la West Bank. C'est intéressant de voir. Et alors justement, c'est une multitude de détails qui ont conduit à cette situation terrible. Et oui, alors je ne sais pas si on a le temps de revenir à cette question, André Berkoff. Comment fonctionnent ces services secrets israéliens? Vous le racontez sur plusieurs chapitres dans votre livre. En un mot, Stéphane Simon, expliquez-nous effectivement ces différentes structures incroyables qui font du renseignement israélien. Bah justement, c'est aussi une des raisons qui conduit à cet échec du renseignement le 7 octobre, c'est que les services israéliens avaient un peu perdu l'habitude de communiquer entre eux. D'ailleurs, la première des réactions du haut commandement militaire et du pouvoir politique en Israël, car il faut savoir que tout ça travaille très bien et très étroitement, ce qui est une différence majeure avec l'ensemble des services occidentaux, des services secrets occidentaux ne travaillent pas aussi bien avec le commandement politique. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu un défaut de coordination, évidemment, et tout de suite, la première réaction, ça a été de créer cette cellule Nili, dont on raconte la création dans le livre, qui est en fait un retour à l'essence même du renseignement, c'est-à-dire le partage entre les unités diverses et variées, parce qu'il faut savoir qu'il y a d'une part le Shin Bet, il y a d'autre part l'unité 8200, qui est un peu la NSA israélienne, qui est spécialisée dans l'écoute Big Data, et puis il y a le Mossad qui lui agit à l'extérieur des frontières israélienne. Tout ça avait besoin de se recoordonner, de se repluguer ensemble, si vous voulez. Et les premières décisions qui ont été prises, c'est à la fois la création du Nili et aussi à l'intérieur de Gaza, le retour de renseignements humains. Et plus simplement de l'analyse big data des conversations. Donc, vous voyez que tout ça comment dirais-je, est très technique, mais on essaye de détailler cela pour que tout le monde, de même qu'on partage des leçons de géopolitique pour les nuls un petit peu, si vous voulez, mais comme la connaissance
Mais est-ce que dites-moi, quand on a dit, je vous pose la question aux deux, à vous deux, quand on a dit qu'à un moment donné, on avait trop fait confiance, est-ce qu'il n'y a pas eu deux choses? On a trop fait confiance à la technologie et au big data dont vous parlez, au small data, plutôt qu'à l'humain, c'est ce que vous venez de dire, et que effectivement, et puis l'autre chose dont vous avez commencé à parler tous les deux au début de l'émission, alors évidemment, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une sous-estimation de ce qu'était devenu le Hamas ou le djihad islamique, et que eux aussi quand même avaient bougé dans le mauvais sens pour les uns, dans le bon sens pour les autres, évidemment. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas eu cette double peut-être erreur d'appréciation? Oui, il y a eu effectivement une double erreur d'appréciation, mais vous savez, lorsque Israël s'est retiré en 2005 de Gaza, parce qu'on a continué à dire Gaza, terre occupée, etc., alors que c'est totalement faux. Il n'y avait plus un seul juif, plus un seul militaire, plus rien d'israélien à l'intérieur de Gaza à partir de 2005 et de ce qu'on a appelé le désengagement. Je suis bien placé pour en parler parce que ma femme habitait à Gaza. Donc avec toute sa famille, ils ont été obligés en 2005 de quitter Gaza. Ça a été un déchirement pour environ 10 000 personnes, 10 000 juifs qui habitaient là-bas. Et l'idée, c'était de donner Gaza aux Palestiniens pour qu'ils en fassent, on avait dit, Singapour ou Dubaï. En réalité, ils ont utilisé tout ce qu'ils recevaient comme argent pour s'armer jusqu'aux dents et pour creuser 500 km de tunnels. Mais jusqu'en 2005, il y avait à l'intérieur de Gaza une unité qui dépendait de l'armée, qui s'appelait l'unité 514. Et l'unité 514, c'était le recrutement sur place de Palestiniens, payés évidemment, pour dénoncer tout ce qui pouvait se passer. Le 7 octobre, cette unité n'existait plus depuis 17 ans, depuis plus d'une décennie, et ce que les services de renseignement israéliens se sont dit après, mais on n'a pas eu un seul Palestinien qui, à 3 heures du matin, nous a appelé pour dire « attention, on est en train de vous attaquer ». Ce qui est une aberration, parce que jusqu'en 2005, le moindre attentat terroriste en provenance de Gaza était dénoncé à l'avance par justement l'unité 514 qui travaillait, je ne sais pas si vous connaissez bien l'émission, la série télé Fauda. Oui. C'est-à-dire, vous avez d'un côté des Israéliens qui parlent arabe couramment, qui se déguisent en Palestiniens, et qui contactent des Palestiniens qui, eux, sont payés pour... Et ça n'existait plus depuis 20 ans. Ça n'existait plus depuis 2005, oui, absolument. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Une paix au Proche-Orient est-elle envisageable un jour? Réponse dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Si tous les chemins nous mènent à la guerre, il y a peut-être une autre route à dessiner. Encore, on ne pourra pas réconcilier nos pères, mais nos enfants pourraient changer la destinée. Alors... En face, une chanson d'Amir et Azim, une chanson pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. André Berkoff, ce conflit israélo-palestinien dure maintenant depuis un siècle. André, selon vous, quelle en sera l'issue? Écoutez, bien malin serait celui qui pourrait aujourd'hui en dire l'issue. Nous n'avons pas joué les vaillants tous les marques de café. Effectivement, on a parlé de ça, vous savez... on a parlé des deux États, on a parlé de tout ça. On sait que on va pas revenir. Il nous faudra encore 3 heures d'émission pour raconter l'histoire de ce conflit. D'ailleurs, vous en parlez, Pierre-Ove et Stéphane Simon dans le livre. Ça date effectivement depuis au moins un siècle, avec toutes les tentatives, avec tout ce qu'il y a eu. Il faudrait remonter à la Seconde Guerre mondiale. Mais enfin, aujourd'hui, et moi justement, je voudrais poser la question de comment, par exemple, et à Stéphane et à Pierre, Emmanuel Macron a annoncé récemment, vous le disiez Céline, que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin. Est-ce qu'aujourd'hui, la question a un sens où on est vraiment dans le côté statu quo plus ou moins sanglant, mais statu quo? Pierre-Ove? On peut dire... Oui, Stéphane? Oui, on peut dire que notre président, c'est une habitude chez lui, marche un petit peu à contre-courant. Malheureusement, il est assez inconstant dans ses prises de décision. Au début, après le 7 octobre 2023, on l'avait vu appeler à une coalition sur le modèle de la coalition anti-Daesh. Et puis, quelques semaines plus tard, il allait discuté avec le président de l'autorité palestinienne et avait déjà fait savoir qu'il avait changé d'avis. Et puis là,
il annonce, alors que le conflit n'est pas terminé, loin s'en faut, il démarre, il est là depuis plus de 18 mois, hein, c'est un conflit qui est au long cours, à longue haleine, et alors que les Palestiniens sont aujourd'hui à 95% prêts à lâcher le Hamas qui continue à exercer son autorité malgré tout sur Gaza, eh bien lui, le président français vient dire qu'il est temps de reconnaître l'État palestinien. D'abord, ça n'a pas beaucoup de sens, Pierre nous détaillera que c'est une aberration que de dire des choses pareilles, mais en plus, ça vient récompenser, si vous voulez, la stratégie de Yahya Sinwar. C'est exactement ce à quoi il espérait. Donc est-ce que la France, qui est singulière au Proche-Orient, qui a une voix originale, doit se ranger du côté des terroristes? Ça paraît absolument dément. Et puis surtout, c'est irréalisable aujourd'hui, malheureusement. Pierre Réauve, selon vous, est-ce que Donald Trump pourrait rebattre les cartes et arriver enfin à une paix? Écoutez, je vais même aller au-delà. C'est la première fois qu'un président américain va dans la bonne direction et comprend réellement en profondeur la situation au Proche-Orient. Vous savez, Einstein avait une phrase que j'aime beaucoup. La folie, c'est de toujours faire la même chose, de refaire la même chose en permanence et d'essayer d'espérer avoir un résultat différent. Or, la question de 2 pays pour 2 peuples, de 2 États pour 2 peuples, qu'on nous rabâche à longueur d'année, est complètement devenu caduque aujourd'hui, puisque on s'est rendu compte depuis le début des accords d'Oslo que systématiquement cette voie a été sabotée du côté malheureusement palestinien. Quand vous avez un président de l'autorité palestinienne qui continue, qui est accueilli dans le monde entier comme un grand leader, mais qui continue à verser 15 à 17%. Vous parlez de Mahmoud Abbas. Vous parlez de Mahmoud Abbas. Oui. Ou Abou Mazen, suivant la manière dont on veut l'appeler. Oui. Chez eux, on l'appelle Abou Mazen, parce que chez les Palestiniens, on utilise beaucoup de ce genre de nom. Abou Mazen, ça veut dire le père de Mazen. Oui, d'accord. Son fils aîné. Bon, donc Mahmoud Abbas, effectivement, consacre entre 15 et 17% du budget de l'autorité palestinienne à verser des salaires aux terroristes qui sont emprisonnés en Israël ou aux familles des terroristes qui ont été tués pendant leur action. Plus ils ont tué de juifs, et plus ils touchent d'argent. Et c'est avec quelqu'un comme cela que, par exemple, le président Macron voudrait que Israël fasse la paix. C'est absolument impensable et invraisemblable. Par ailleurs, sur un plan strictement juridique, il y a un certain nombre de facteurs qui empêchent la Palestine de devenir un pays. D'abord, il y a un certain nombre de règles pour pouvoir rentrer aux Nations Unies. Il faut avoir des frontières définies, il faut avoir un gouvernement élu, il faut avoir une situation économique qui permette une indépendance économique. La Palestine est un pays sous perfusion mondiale. Il n'y a pas d'économie réelle palestinienne. Oui, on peut franchir, c'est vrai, les frontières d'histoire. Je voudrais dire une chose, on va refaire une émission là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Est-ce que Trump va vers la belle voie en disant Gazaoui, Californie, c'est un autre problème. Je voudrais simplement dire que... Pardon, je fais une toute petite parenthèse sur ce que vous venez de dire. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, je sais que ce n'est pas très poli, mais sur ce que vous dites à la seconde. Il y a 2 questions. Il y a la question de la sécurité d'Israël, évidemment, mais oublions Israël. Pensez à ces Palestiniens, 2 200 000 Palestiniens qui vivent dans ce qui reste de Gaza, c'est-à-dire 21% encore construits. 80% pratiquement ont été détruits, mais en plus, il y a des bombes non explosées partout. C'est l'endroit le plus dangereux de la planète. Et on voudrait forcer ces gens-là à rester à Gaza, alors qu'une grande majorité d'entre eux ne veut qu'une chose, c'est partir. Donc, si vous voulez, il y a un côté cynique de l'opinion publique internationale qui se fiche complètement, finalement, de la situation au quotidien de ces familles palestiniennes qui vivent sous des tentes et qui voudraient les laisser là pour pouvoir avoir une raison politiquement. Et ça, je trouve ça absolument aberrant. Et en plus dégueulasse, excusez-moi de le dire. Non, mais tout à fait. Le problème, c'est de savoir comment on résout cette question. Et là, c'est pas demain la veille qu'on la résoudra. Pierre Réauve et Stéphane Simon, merci d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, 7 octobre, La Riposte, est paru aux éditions Fayard. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Sud Radio.